Bonsoir et merci d'être avec nous sur Éclair TV. Nous nous intéresserons à la répartition des sièges. Vous voyez bien que les candidats se bousculent pour occuper les premières places et nous verrons quelle est l'utilité de ce positionnement. Nous insistons également sur les moyens de concertation qui existent dans l'état actuel du droit, puisqu'on parle de pacte de gouvernance. Nous verrons est-ce qu'il n'y a pas des instruments déjà disponibles dans le droit qui permettent justement cette concertation. Enfin, le sujet national qui fait débat concerne la vaccination des adolescents, donc de 13-18 ans. Est-ce pertinent? Nous ferons un tour des différents positionnements par rapport à cette pratique. Concernant la répartition des sièges, avant d'y arriver, il faut bien comprendre le mécanisme de la représentation politique et démocratique des pays occidentaux d'ailleurs. Lorsque vous votez pour quelqu'un, vous lui déléguez le pouvoir de décider en vos lieux et places. Il devient donc un décideur, un représentant de la population. Et non seulement vous l'autorisez à décider en vos lieux et places, mais vous l'autorisez également à prendre des dispositions pour vous contraindre à respecter la décision qu'il aura prise à votre place. Et je vais prendre un seul exemple. Il y a une course cycliste. Le maire décide de prendre un arrêté pour interdire la circulation sur une portion de route. Vous pouvez toujours arguer que votre liberté de circuler, qui est une liberté constitutionnellement garantie, a été remise en cause, mais dès lors qu'il y a justement cette représentation, elle est tout à fait légitime à pouvoir vous imposer également des restrictions de liberté. Donc, le nombre de sièges a une fonction essentielle, c'est de pouvoir objectivement dire à partir de quel quantum une décision est valide. Et c'est ce que l'on appelle la majorité absolue, la moitié plus 1. Donc, s'il y a par exemple 42 sièges, eh bien la majorité absolue, c'est le cas du conseil départemental, sera à 22. Maintenant, intéressons-nous aux modalités d'accès à ces sièges. Alors, pour le conseil départemental, les choses sont relativement simples, je dis bien relativement, puisque les représentants décideurs sont élus par binôme et que ces binômes, ce sont eux qui siégeront au conseil départemental pour élire ensuite les instances que nous verrons tout à l'heure. Je voudrais simplement insister sur un des grands principes de la loi qui rappelle qu'il n'y a aucune obligation d'association, de pensée entre les membres des binômes. La preuve, c'est que par exemple, Josette Borrell-Lincertin arrive à obtenir une majorité très large, pour ne pas dire une quasi-unanimité pour certains dossiers, alors même qu'il y avait des binômes qui se revendiquaient de la droite, de la gauche ou alors de formation politique locale. Donc, il n'y a aucune obligation pour un membre d'un binôme de suivre le vote de son autre binôme. Autrement dit, on est en principe de liberté de conscience. Et donc, ces sièges sont occupés par des binômes élus dans le cas des élections cantonales. Pour les élections régionales, la problématique est un peu différente puisqu'il s'agit là d'un scrutin de liste. Et deux cas de figure sont envisagés. Soit qu'une liste gagne dès le premier tour. Elle a obligatoirement le quart des sièges, 11. Et si l'élection s'est jouée dès le premier tour, toutes les listes qui ont à partir de 5% entrent dans la répartition des sièges. Et rappelez-vous qu'en 2010, cette élection avait été acquise au premier tour par Victorin Lurel, et la liste, par exemple, de Cédric Cornet, qui avait un peu moins de 7%, avait obtenu 2 sièges. Donc le premier cas de figure, c'est l'élection premier tour. Toutes les listes à plus de 5% bénéficient des sièges. À la plus forte moyenne, sachant que la liste arrivée en tête bénéficie d'emblée de 11 sièges. Si l'élection se joue au deuxième tour, la problématique est identique, à savoir que la liste qui est arrivée en tête gagne de toute façon 11 sièges. Et pour la Guadeloupe, les 30 sièges restants vont se répartir entre les listes qui ont franchi le cap des 10%. S'il n'y a que 2 listes, eh bien,
regardez comment les choses se passent à l'heure actuelle au Conseil régional. Harry Chalus a 28 sièges, Victorin Lurel en a 13. Imaginez-vous qu'une liste arrive en tête au deuxième tour face à une autre liste. Elle a 60% des suffrages et elle aura automatiquement 18 sièges, auxquels viendront se surajouter, bien évidemment, les 11 sièges, elle en aura 29, et la liste qui a 40%, eh bien, aura le reste des sièges. Maintenant, cette répartition devient compliquée lorsqu'il y a une triangulaire, puisque toutes les listes qui ont 10% ont la possibilité de pouvoir participer à la répartition des sièges. Et là, cette répartition, en général, se fait plutôt au détriment de la majorité, puisque le principe de la plus forte moyenne étant d'avantager les petites listes. Et c'est vrai que plus il y a de listes au deuxième tour, donc qui ont franchi le cap des 10%, et davantage on constate que les majorités, en tout cas, sont quelque peu rognées, en tout cas plus faibles que lorsqu'il n'y a que 2 listes. Donc, il faut voir une élection, dans quelle mesure elle se joue au premier ou au deuxième tour régional, pour ensuite identifier la majorité. Je rappelle simplement que la liste arrive en tête et bénéficie de 11 sièges, donc le quart. Ce qui est différent pour les municipales, puisque la liste arrive en tête pour les municipales, dispose d'emblée de la moitié des sièges. Reste maintenant à voir comment ces sièges se répartissent entre les différentes instances. Eh bien, après l'élection du président qui peut être acquise à la majorité relative après 3 tours, il y a l'élection des membres de ce qu'on appelle la commission permanente. Et à côté de la commission permanente, il y a l'élection des adjoints. Pour la commission permanente, c'est un scrutin de liste où peuvent participer les membres de l'opposition au prorata, bien sûr, de leur poids de représentation. C'est le principe de la plus forte moyenne. Par contre, en ce qui concerne les adjoints, et c'est surtout sur cette élection que je veux en venir, elle se fait au scrutin de liste bloquée. Ça veut donc dire que toutes les formations ont la possibilité de présenter des listes, mais seule la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et cette liste dans son intégralité, sera effectivement désignée, en tout cas désignera les adjoints. Pourquoi? Parce que la loi met en place le principe de confiance. Ça veut donc dire que les adjoints ont vocation à recevoir délégation du président. Et vous aurez compris que s'il y avait une répartition à la plus forte moyenne, il y aurait eu des opposants adjoints qui, à ce moment-là, devraient se retrouver avec une délégation alors même qu'ils sont dans l'opposition. Pour éviter cela, le législateur a précisé scrutin de liste bloquée. Ce sont l'intégralité de ceux qui ont été présentés sur la liste qui seront adjoints. Par ailleurs, contrairement à la présentation de la liste, il n'y a aucune obligation que cette liste puisse respecter l'alternance stricte. La loi dit tout simplement qu'il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes ou autant d'hommes que de femmes, sans être précis sur l'obligation d'une alternance en fonction du nombre d'adjoints. Je voudrais enfin rappeler que pour la commission permanente, c'est au maximum 1/3 des sièges disponibles, et d'autre part, pour ce qui concerne les adjoints, c'est au maximum 30% de l'effectif. Dans tous les cas, le quantum, la quantité de membres de la commission permanente ou d'adjoints est décidée dès lors que l'élection du président s'est déroulée. Nous avons donc terminé, j'espère avoir éclairé la problématique de la répartition des sièges. Et vous comprendrez très bien que ça n'a pas échappé à certains candidats et que la constitution d'une liste est difficile, puisque chacun veut être placé le plus près que possible de la tête de liste, de telle sorte que si demain il y a une élection qui n'est pas favorable, mais qu'il y a des sièges à répartir, eh bien, cette répartition se faisant dans l'ordre de présentation de la liste, ceux qui sont les plus proches de la tête de liste ont plus de chances d'être conseillers régionaux en particulier, même si ce sont des conseillers régionaux de l'opposition. Nous avons donc terminé pour cette analyse des listes et intéressons-nous maintenant aux instances de concertation entre les communes. Nous avons tous entendu parler d'une proposition d'une formation
d'un pacte de gouvernance pour mener à bien les politiques publiques postérieurement à l'élection des conseils régionaux et généraux de la Guadeloupe. Voyons si le droit ne permet pas déjà ces différentes possibilités. Je voudrais rappeler que la LOM, la loi d'orientation pour l'outre-mer, nous sommes en décembre 2000, avait déjà créé une instance qui s'est réunie à plusieurs reprises. Il s'agit du Congrès. Je rappelle simplement que ce Congrès n'est que consultatif et que la grande difficulté qui s'est produite, parce que j'ai eu l'occasion d'être présent dans plusieurs congrès, c'est que les décisions, les résolutions du Congrès, pour avoir force de décision, doivent être entérinées par les deux collectivités. Donc la grande problématique de nos congrès, c'est qu'il y a en permanence cette tendance à vouloir trouver des rédactions à minima qui peuvent être acceptées par chacune des collectivités, ce qui vide de sa substance peut-être le thème même du congrès, et qui plus est lorsque les collectivités sont de bord politique, qui ne sont pas forcément dans la même logique d'appréciation des faits, il faut encore réduire davantage le contenu de ce texte pour qu'il puisse être acceptable par les deux collectivités. Finalement, et je suis persuadé, c'est la raison pour laquelle la majorité des congrès ont été suivis de très peu d'effets. Et je vous rappelle que le congrès sur l'évolution des institutions, où les élus s'étaient donné 18 mois, vous voyez bien qu'il est tombé complètement à l'eau. Plus grave, par contre, me paraît être le fait qu'il y a un congrès qui avait entériné le projet guadeloupéen de société où il y avait de très bonnes propositions, et ne voilà-t-il pas que ce projet, bien écoutez, vous et moi, on n'en entend plus parler, tout simplement, il a été enterré parce qu'il remettait en cause, c'est vrai, un certain nombre d'éléments de stabilité qu'il demandait pour qu'elle soit remise en cause, en tout cas qu'il soit remis en cause ces éléments, un courage politique par rapport auquel nos élus ont préféré rester prudents. Mais à côté du Congrès, il y a cette possibilité prévue par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, c'est la loi du 27 janvier 2014, qui permet aux collectivités deux possibilités de concertation en matière de compétences. La première, c'est la notion de délégation. Une collectivité à qui la loi attribue une compétence a parfaitement la possibilité de pouvoir déléguer à une autre collectivité cette compétence. Prenons un exemple. Le département était, rappelez-vous, responsable des transports. Depuis la loi Notré, cette compétence a été transférée à la région, mais rien n'empêchait qu'il puisse y avoir une délégation de la région vers le département pour que le département, par exemple, conserve les transports. Rien n'empêche au département de signer une convention de délégation avec la région pour que cette dernière s'occupe essentiellement de l'éducation et par exemple que les collèges soient transférés à la région. Ça ne pose aucun problème juridique. Mais vous aurez compris qu'au moment où le département est certainement menacé, mais en tout cas il y avait des intentions dans ce sens, qu'il était difficilement envisageable de pouvoir faire ce transfert, sachant de plus qu'il y a des exécutifs qui n'étaient pas sur le même bord politique. Je dis simplement que s'il y avait par contre une structure unique, eh bien, cette structure aurait de toute façon eu la responsabilité à la fois des collèges et des lycées. Elle rassemblerait les différentes compétences. Mais également, cette loi MATPAM que j'ai citée tout à l'heure a mis en place une conférence territoriale de l'action publique qui regroupe les acteurs locaux avec des représentations pour les communes en fonction des seuils démographiques, où il y a également des représentants de l'État. Et cette structure a bien été utilisée par la Guadeloupe, puisque je crois qu'on doit être à un peu moins de 20 réunions de la commission territoriale, de la conférence territoriale de l'action publique, ce qui prouve qu'il y a effectivement un intérêt à pouvoir maintenir cette structure, en tout cas l'utiliser, mais ça traduit également
un besoin important de concertation qui, si faut-il le rappeler, n'aurait pas forcément été nécessaire s'il y avait une structure unique qui permettait justement de pouvoir prendre les décisions. À côté, bien sûr, de ces trois dispositifs, congrès, conférence territoriale de l'action publique, délégation, la loi Notré a eu cet inconvénient, c'est d'avoir renforcé l'intercommunalité en prenant un certain nombre des dernières compétences qui devaient transférer aux intercommunalités. Je pense en particulier à l'eau, l'assainissement, le tourisme, qui étaient encore les quelques rares compétences qui relevaient du champ de compétences communales et qui, au terme de la loi Notré, auraient dû, d'ailleurs depuis le 1er janvier 2020, être transférées à l'intercommunalité. Et entre-temps est intervenue la loi Engagement et Proximité. Donc nous sommes le 27 décembre 2019. Et que fait cette loi? Elle restaure le maire au centre de l'action publique locale. Alors peut-être pas au centre, mais avec une plus grande participation au niveau de l'action publique locale, puisque maintenant l'intercommunalité devient le lieu de décision locale le plus pertinent. Et c'est d'ailleurs cette loi qui, la première, a créé ce qu'on appelle le pacte de gouvernance. Alors, dans ce pacte de gouvernance, dès qu'un établissement public de coopération intercommunale a été mis en place avec les représentations des maires, il peut, dans les 9 mois, mettre en place un pacte de gouvernance. Alors, en ce qui concerne ce pacte, il peut prévoir 2 éléments de concertation. Le premier, la commission spécialisée dans lesquelles les maires sont associés. Ça veut donc dire que cette structure peut fixer une liste de commissions spécialisées qui sont consultatives, mais dans lesquelles les maires restent quand même associés. Mais surtout, elle a créé, cette loi, la conférence territoriale des maires, qui reste consultative, mais qui a cet avantage de pouvoir, en amont de la décision, concerter les maires et éviter qu'il y ait une certaine autonomisation du conseil communautaire par rapport aux différents conseils municipaux. Et cette tendance, en tout cas cette conférence, doit pouvoir permettre de pouvoir mieux harmoniser, en tout cas articuler l'action entre la commune et les EPCI. On voit donc que si les élus restent sur l'état actuel du droit, il existe bien des outils de concertation qui permettent de pouvoir avoir des objectifs communs. La grande problématique, c'est que dans nos institutions, conseil départemental, conseil régional, même si à un moment donné il y a eu le socle de gauche, mais elles n'ont jamais été, en tout cas, guidées par le même bord politique. Et ça a créé des éléments de divergence d'appréciation qui, me semble-t-il, ont affaibli l'efficacité des politiques publiques, puisqu'il y avait des divergences d'appréciation. Donc, vient le débat sur l'évolution des institutions. Nous verrons après les élections les décisions qui seront prises par les différents exécutifs. Il n'empêche que, plus que jamais, se fait sentir le besoin d'une harmonisation, d'éviter ce millefeuille administratif au moment où nous devons rationaliser les choix budgétaires d'une part, mais surtout au moment où nous devons faire en sorte que les politiques publiques soient de plus en plus lisibles par les citoyens, qui deviennent progressivement plus rationnels et par conséquent ont un jugement politique forcément davantage éclairé. Nous avons donc terminé pour cet aspect relatif aux instruments de concertation. Nous allons nous intéresser maintenant à la nécessité ou pas de vacciner les adolescents. À partir du 15 juin, les 13-18 ans pourront être vaccinés. À titre statistique, ils représentent à peu près
17% de la population globale. D'où vient cette propension, en tout cas cette tendance à pouvoir vacciner les adolescents? D'abord, la pertinence scientifique. Entre le 1er août 2020 et début 2021, au niveau des États-Unis, il y a eu un test qui a été mené sur 2260 adolescents de 13 à 18 ans. La moitié avait reçu simplement un placebo et l'autre moitié avait effectivement été vaccinée. Et on s'est rendu compte, alors qu'il y avait une tendance qui laissait à croire que les adolescents étaient complètement à l'abri, on s'est rendu compte que dans le groupe qui n'avait reçu que le placebo, donc qui n'avait pas été vacciné, il y a eu 19 cas en l'espace de quelques mois, alors même que le groupe qui avait été vacciné a été complètement à l'abri de toute contamination. Cette publication d'ailleurs, qui a été faite au niveau international, a donc poussé les gouvernements à s'interroger sur la pertinence de pouvoir vacciner une frange plus large de la population, d'autant plus que la France, même si les choses avancent, plus de la moitié de la population à l'heure actuelle est vaccinée, il y a toujours une réticence et compte tenu qu'il y a des doses disponibles, il convient donc qu'il y ait davantage de gens qui veulent se faire vacciner. Mais au-delà de cet aspect purement d'utilisation des doses, il y a deux éléments non négligeables à prendre en considération. La première, c'est que la recherche d'une immunité collective nécessite que 75% de la population soit vaccinée. Il n'est pas possible d'atteindre ce stade sans intégrer de toute façon les jeunes. Mais il faut également voir, et c'est le deuxième aspect, la conséquence sociologique même du confinement sur cette frange de la population. Jamais il n'y a eu autant de décrochage scolaire, jamais il n'y a eu autant de déstabilisation psychologique des jeunes par rapport, bien sûr, à l'imposition du confinement. Et les analyses sociologiques vont plus loin. Quels sont ceux qui sont les plus touchés par la déscolarisation et par la désocialisation? Ce sont celles et ceux qui appartiennent aux familles qui étaient déjà en difficulté. Donc, la vaccination des adolescents apparaît déjà comme une mesure d'équité sociale. Et on peut aller plus loin puisqu'on sait que cette immunité collective est nécessaire pour que les personnes les plus âgées puissent bénéficier, en tout cas, d'une protection plus solide. Mais n'oublions pas que maintenant, au moment où les choses se détendent, entre guillemets, où les mesures de confinement, où les mesures liberticides sont en train de s'assouplir, a été créé le pass sport pour pratiquer gratuitement davantage de sport, le pass culture. Ces adolescents ont reçu une somme qu'ils auront la possibilité de pouvoir, en tout cas pour ceux qui ont atteint les 18 ans, utiliser à leur escient. Et donc, le gouvernement, de par les mesures pour récompenser un peu ces jeunes d'avoir été aussi patients par rapport aux privations de liberté, crée les conditions d'un véritable brassage entre eux. On aurait bien compris, vous aurez bien compris, que cette disposition risque à un moment donné de relancer la maladie, en tout cas la pandémie, si aucune disposition de vaccination n'est prise. Donc il y a à la fois des raisons scientifiques, il y a à la fois des raisons socio-économiques, il y a également des raisons psychologiques d'une liberté retrouvée qui font que le gouvernement a pris cette décision de vacciner les plus de 13 ans. Maintenant, vous savez que c'est une tranche d'âge qui est très fortement influencée par le positionnement des parents. Et il n'y a pas très longtemps ont eu lieu plusieurs reportages à la Guadeloupe où il y a une corrélation directe entre la réticence des parents et celle des enfants. Donc, cette dynamique globale
en tout cas de vaccination des jeunes, ne pourra pas avancer de manière effective, parce que je rappelle qu'à la Guadeloupe, moins de 20% seulement de la population a reçu la première dose de vaccin, et que si les parents sont réticents, il risque d'y avoir une réticence équivalente, voire plus importante, au niveau des jeunes qui sont déjà naturellement méfiants. Attendons, chacun d'entre nous, en son âme et conscience, doit pouvoir prendre une décision, puisque cette vaccination des jeunes ne se fait qu'avec l'accord des parents, et nous verrons dans l'avenir, est-ce qu'il y a une prise de conscience plus importante, en tout cas plus rassurée, qui déterminerait donc une frange plus large de la population à se faire vacciner. Notre analyse hebdomadaire s'est terminée. J'ai eu plaisir à être avec vous. Que le week-end vous soit agréable et que la nuit vous soit douce.